Bonjour, bienvenue dans la série Science en Haute Science. Nous allons maintenant discuter d'un exemple qui montre la différence entre le monde, la vie au quotidien, et le monde que nous avons dit appelé monde exotique. Alors Euclide, en moins 300 avant Jésus-Christ, construisit les règles de la géométrie à peu près comme on les connaît maintenant, c'est-à-dire un ensemble de règles rigoureuses, basées sur des postulats, quelques postulats, comme celui qui dit que par deux points distincts passe une et une seule droite. Puis il construisit toute la géométrie à partir de ces postulats en utilisant des démonstrations rigoureuses de centaines de théorèmes. C'est vraiment un modèle du genre, et après plus de 2000 ans, c'est toujours la géométrie d'Euclide qui est enseignée à l'école, du moins avant l'université. Avec quelques aménagements, puisqu'évidemment ils n'avaient pas toujours le style et la manière d'écrire comme on l'a maintenant, mais grosso modo c'est la géométrie d'Euclide telle qu'elle a été imaginée, et on peut dire qu'une telle durée de vie est un record. Parmi les postulats d'Euclide, il y avait ce qu'on appelle le cinquième postulat, ou postulat des parallèles. Celui-ci dit que si on a une droite, alors par un autre point, il passe une et une seule droite qui est parallèle à la première. Deux droites parallèles étant des droites qui ne se coupent pas. Pour diverses raisons, ce postulat semblait un peu artificiel. Les mathématiciens de l'époque trouvaient que c'était un peu bizarre de devoir introduire ce postulat. Donc ils se sont demandé si on ne pouvait pas démontrer le postulat des parallèles en utilisant les autres postulats. Alors pendant des siècles et des siècles, ils ont essayé sans aucun succès. C'était un échec. Et ça semblait étonnant parce que, après tout, la géométrie d'Euclide, c'est celle qui s'applique au monde du quotidien, celui que nous voyons, que nous pouvons toucher, et elle est très utile. Elle aide à construire des bâtiments, des ponts, des routes. C'est une géométrie très utile pour le monde réel. Alors qu'on s'interrogeait sur ce cinquième postulat, arriva le 19e siècle. À ce moment-là, on imagina des géométries dites non euclidiennes qui rejettent ce postulat des parallèles. Un exemple est la géométrie sphérique, qui est simplement la géométrie de la surface d'une sphère. Dans ce cas-là, l'équivalent des droites, ce sont les grands cercles, c'est leur généralisation naturelle. Les grands cercles, c'est comme l'équateur ou les méridiens. Tous les autres postulats d'Euclide, tous les postulats d'Euclide sont valides en géométrie sphérique, sauf celui des parallèles. Celui-ci devient, pour une droite donnée, c'est-à-dire pour un grand cercle, par un autre point ne passe aucune parallèle. Tout simplement parce que deux cercles ne se coupent toujours en deux points. Par exemple, les méridiens sur la sphère, de la Terre, se coupent tous aux deux pôles. Et attention, parce que en cartographie, ce qu'on appelle les parallèles ne sont pas en fait des grands cercles, sauf le parallèle correspondant à l'équateur. Les autres parallèles sont des cercles mais plus petits. À la même époque, on imagina la géométrie dite hyperbolique. C'est la géométrie de la selle de cheval. Celle de cheval qui est courbée dans un sens, courbée dans l'autre sens, au centre. Elle n'avait qu'un seul défaut pratique, c'est que on ne peut pas plonger un espace hyperbolique dans l'espace ordinaire. La selle de cheval n'est hyperbolique qu'à l'endroit où on s'assied. Si on essaye de plonger une surface hyperbolique dans l'espace ordinaire, la surface hyperbolique se recoupe elle-même. Mais on peut
réaliser une construction purement abstraite de la géométrie hyperbolique sans se préoccuper de notre monde. Et on peut trouver des astuces pour visualiser un espace hyperbolique. Alors le postulat des parallèles dans la géométrie hyperbolique devient, pour une droite, par un point passe une infinité d'autres droites qui ne couperont pas la droite de départ. Un peu plus tard, fut fondée la géométrie dite riemannienne, qui est un peu une généralisation de tout ça, et qui englobe toutes les géométries précédentes, Euclide, sphérique, hyperbolique. À ces constructions mathématiques du XIXe siècle sont associés des grands noms. Gauss, Lobachevsky, Riemann, de grands mathématiciens, et cela prouvait que le cinquième postulat, le postulat des parallèles, était bien indépendant des autres postulats. C'est donc normal qu'on n'avait jamais réussi à le démontrer. On pouvait soit l'accepter, ce qui donne la géométrie d'Euclide, soit le refuser, ce qui donne d'autres géométries. Ça montrait aussi que la géométrie d'Euclide, qui avait été utilisée pendant plus de 2000 ans, n'était pas, qui est la géométrie du quotidien, n'était pas la seule géométrie possible. Il était possible de construire d'autres géométries. Et donc il faut se méfier de l'évidence due à l'observation qui nous dirait « Ah ben non, la géométrie, la seule, la bonne, c'est celle d'Euclide ». C'est cette idée qui a perduré pendant des siècles, avant qu'on se rende compte que non, il y avait d'autres possibilités. L'observation, méfiance. Par exemple, pendant longtemps, on a cru que la Terre était au centre du monde, de l'univers, parce que le Soleil tournait autour. Et ça semble évident quand on voit la course du Soleil dans le ciel. Maintenant, on sait que, bien non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et si le Soleil se déplace comme ça, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Mais même à cette époque, au XIXe siècle, la physique restait classique et basée sur la géométrie d'Euclide, puisqu'après tout, elle était censée, la physique, décrire le monde qui nous entoure. Et la physique classique, on peut l'appeler physique de la vie au quotidien. Pour les physiciens, ces géométries un peu exotiques semblaient un peu un jeu de mathématiciens. Ça faisait partie du monde des mathématiciens, mais pas de la physique. Mais en 1915, Einstein fonda la relativité générale pour expliquer la gravité dans le cadre des théories relativistes. Et la relativité générale montre que la géométrie qui décrit le monde est riemannienne. C'est celle de Riemann, pas celle d'Euclide. Les confirmations expérimentales qui sont arrivées très peu de temps après ont confirmé cette vision et en même temps ont donné la célébrité à Einstein. De plus, la théorie dit que si la gravité est faible, on retrouve la géométrie euclidienne. Einstein n'était pas le premier à avoir essayé de faire ça. Riemann lui-même avait déjà essayé. Il avait déjà essayé de modéliser des phénomènes comme la gravitation à l'aide de la géométrie riemannienne. Mais il n'y était pas arrivé parce qu'il avait appliqué ça à l'espace qui nous entoure. Et il lui manquait un ingrédient. Ce fut donc un échec. Alors l'ingrédient qui lui manquait, c'était le temps. Einstein avait montré, avant la relativité générale, que l'espace et le temps sont inséparables. C'est la relativité restreinte. Les deux sont intimement liés, conduisant au concept d'espace-temps, un espace à 4 dimensions, avec les 3 directions spatiales plus le temps, ce qui fait 4 dimensions, avec la relativité restreinte. Donc, et en relativité restreinte, qui est l'équivalent d'une gravité très faible en relativité, l'espace-temps est appelé espace-temps de Minkowski, où la partie purement spatiale
est euclidienne. En relativité générale, la généralisation des droites, c'est celle de géodésique. Les trajectoires les plus courtes dans un espace donné. Ici, ce sont les géodésiques de l'espace-temps, un espace à 4 dimensions. Et elle dit aussi que en gravité très faible, ça redevient des droites ordinaires. Et donc, au quotidien, où la gravité n'est pas très très forte, la théorie d'Euclide marche très bien, ce qui explique que ce soit celle que l'on ait trouvée d'abord, et ce soit celle qu'on ait appliquée pendant plus de 2000 ans. Mais rappelez-vous aussi que nous avons un cerveau qui est formaté par la vie au quotidien. Nous sommes faits pour voir le monde, la vie au quotidien. Nous sommes littéralement construits au niveau cérébral pour voir un monde euclidien dans notre tête. Visualiser à 4 dimensions, c'est déjà pas toujours facile. On y arrive avec un peu d'effort. Quand on voit ce qu'est un tesseract, qui est un cube à 4 dimensions, des choses de ce genre, on apprend vite à visualiser à 4 dimensions. Ça reste assez difficile. Mais si en plus cet espace-temps à 4 dimensions n'est pas euclidien, c'est-à-dire qu'il est courbe, où les droites sont en fait des courbes, les géodésiques, ça devient beaucoup plus difficile à visualiser. Sauf dans les cas les plus simples. Si en plus, on sait que même quand il n'y a pas de courbure, c'est l'espace-temps de Minkowski, avec les subtilités qui concernent ce mélange entre espace et temps, les subtilités de la relativité, alors ça devient un vrai cauchemar pour visualiser. C'est quasiment impossible en général. On ne sait pas visualiser dans sa tête. Et donc, pour manipuler ces géométries à 4 dimensions de l'espace-temps, il faut utiliser des outils d'abstraction pour lesquels il n'est pas nécessaire de visualiser. L'abstraction devient indispensable et les équations mathématiques de la géométrie riemannienne deviennent indispensables. Même si on aimerait bien voir dans notre tête, bien entendu, on aimerait pouvoir visualiser ces espaces-temps en courbe. Mais pour y arriver, il faut arriver à penser en langage mathématique. Le langage de la géométrie riemannienne. Ça montre que l'approche du monde exotique, de sa représentation, de sa description, est très difficile et très complexe. C'est inévitable. Ce n'est pas dû à Einstein, ce n'est pas dû aux équations, c'est parce que le monde exotique est différent du nôtre. Et donc, notre cerveau n'est pas prévu pour visualiser ça. Il est donc nécessaire de passer par de l'abstraction, ce qui est difficile et complexe. Même la langue du quotidien, pour parler de l'espace-temps et de l'espace-temps court, la langue du quotidien souvent est insuffisante. Nous n'avons pas les mots qui conviennent. Parce que les mots aussi ont été construits pour le monde dans lequel nous vivons, qui est euclidien. Il faut utiliser le langage des mathématiques. Galilée avait dit « La nature est écrite en langage des mathématiques ». Ça a été la révolution de la physique à la Renaissance. Eh bien, cela n'a jamais été aussi vrai. Puisque là, non seulement c'est mathématique, mais on n'arrive pas à le visualiser sans faire appel à ces outils d'abstraction, parce que notre cerveau n'est pas fait pour penser directement, visualiser directement des espaces-temps en courbe à 4 dimensions. Et quand on essaye de traduire, ça c'est la vulgarisation, quand on essaye de traduire ces concepts dans le langage de tous les jours, on a forcément une perte de sens et des imprécisions, parce que le langage, la vie de tous les jours, n'est pas adapté à ce type d'abstraction. On perd du sens, de la précision. C'est un peu comme si on essayait de construire un dictionnaire français, langage des chats. Essayez un peu de traduire les cours de la bourse ont fluctué ces derniers jours en langage de chat.
Ça serait très étonnant que vous y arriviez. Eh bien, c'est la même chose avec ce monde si vaste, si riche, si complexe, qui nécessite une vision abstraite et que l'on peut traduire dans le langage courant sans risquer d'en perdre le sens. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons globalement comment la physique est structurée pour représenter le monde dans une structure en forme de poupée russe. Je vous remercie.